Ouais, mais comment on les trouve? Vous avez bien raison. Mais en fait, on a trois grands cas, hein. Les vulnérabilités SSRF potentielles, on peut les repérer dans les applications web de différentes manières. Quatre, excusez-moi, j'en ai oublié une. Donc le premier truc à faire, hein, vraiment, c'est regarder dans l'URL, hein, qui est utilisé dans un paramètre de la barre d'adresse, hein. Là, techniquement, on voit que serveur prend quoi? Prend la valeur de HTTP serveur website THM et ça redirige vers store. Ça, il y a un petit souci, hein. Dès que vous voyez ça, c'est que ça commence à sentir bon. Ensuite, on peut quoi? Bah, aller voir le code source, hein. Le code source, vous avez l'input, et quand il est en type hidden, hein, au niveau du HTML, bah, et qui prend une valeur, hein, on voit que serveur prend une valeur qui peut être cachée, hein, c'est exactement ce qu'on a sous les yeux, elle est hidden, hein. Ça veut dire qu'on a ce champ qui est masqué dans un formulaire. Donc là, c'est pareil, ça c'est croustillant. Ensuite, on peut avoir une URL partielle, hein. On a juste quoi? On a juste le nom d'hôte, hein. Le hostname, c'est quoi? Bah là, en l'occurrence, c'est API. API, ok? Ou ça peut être seulement le chemin de l'URL. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit DST qui prend la valeur. Et on a quoi? Bah, slash forms contact, hein. Donc ça, c'est un des exemples, mais c'est ce qui doit attirer vos yeux, hein. Tout de suite, vous devez vous dire, là, paramètre file, là, je vais tester dans mon navigateur, hein. Est-ce que je peux jouer sur l'adresse complète? Il y a un paramètre caché, champ masqué, j'ai un chemin, uniquement un chemin, hein, ou j'ai juste le hostname. Je vais pouvoir commencer mes techniques de phasing. Ok? Donc certains exemples sont plus faciles à exploiter que d'autres, hein. C'est là que beaucoup d'essais et d'erreurs, hein, comme je vous disais, try and retry, seront nécessaires pour trouver une charge utile fonctionnelle, hein. Si vous travaillez avec une aveugle et vous n'avez aucune sortie, on va utiliser trois outils. On a requestbin.com qui est extrêmement utile. Ça va nous permettre, voilà, de mettre en place des hooks, hein, des webhooks, comme on les appelle. Donc, vous allez pouvoir créer un binary request et techniquement, bah, ça va venir collecter toutes les connexions HTTP ou les webhooks, hein, qui sont faits via le lien. Ça va vous créer un lien, hein. Techniquement, c'est un peu ce qu'on utilise pour rediriger les ports. C'est ngrok, hein. Ngrok vous donne une adresse et qui va permettre de rerouter les ports vers votre machine, hein, pour que vous ayez pas à le faire. Voilà, c'est pareil, hein. Via des API, interfaces de programmation, SSE ou REST, on va pouvoir quoi? Voir que le serveur m'appelle, communique avec moi, ma machine. Du coup, quel est l'intérêt, vous allez me dire? Eh ben, vu que je fais une SSRF en aveugle, du coup, elle est plus aveugle. Pourquoi? Bah, parce que grâce à ça, je vais pouvoir la récupérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous lancez Burp, vous allez dans collaborateur. Un collaborateur, mais je crois qu'il est que en version Burp Pro. Je suis pas sûr que vous l'ayez par défaut, on va aller voir. Ah non, il faut la version Pro entreprise. Donc celle qui est préinstallée sur Kali, vous pourrez pas le faire. Donc bah il vous reste request bin et il vous reste quoi? Bah il vous reste tout simplement quoi? Tout simplement, eh ben un simple quoi? Un simple serveur HTTP fera l'affaire sans aucun problème. Pas très compliqué. Sudo, Python, j'ouvre le port sur mon pare-feu et là je l'héberge. J'héberge un serveur HTTP en Python sur le port 4445. Voilà. Lui aussi, il va être quoi? Bah il va être à même de quoi? Bah de me dire tout ce qui se passe. Ok? Donc on va simuler, hein, on va simuler, on va simuler. Donc je tape sur mon localhost, je fais un curl et on va simuler mon port 445 qui est ouvert. J'ai mon serveur HTTP. Je lui dis bah écoute, vas-y tape dans une API et tu vas chercher gros branleur. Hop là, qu'est-ce qu'il me dit? Erreur 404. Notre femme, c'est normal, il n'y a pas la ressource, mais on voit bien que mon serveur HTTP enregistre toutes les codes. Ok? J'ai les user agents, je vais récupérer.
bah, les adresses IP, l'horodatage, hein, et ce qui se passe, hein. Donc techniquement, ça me permettra de quoi? De récupérer mes SSRF, hein, des blinds, hein, puisque bah, dès que quelqu'un essaiera de taper des trucs, hein, au niveau de mon API ou à la racine, euh, eh ben, j'aurai toutes les informations. Elles sont plus blind, pourquoi? Bah, parce que j'ai maintenant un serveur HTTP d'écoute sur le port, ok? Et du coup, quand je fais ma SSRF, je vais pouvoir avoir la vue, alors qu'avant, elles étaient invisibles. Avant, je pars du principe que je peux récupérer la communication, mais c'est pas sûr que je la récupère, hein. Là, au moins, je sais qu'il y a un get qui a été fait sur ma machine. Donc s'il y a un get, bah, il y a de fortes chances que quoi? Que ma SSRF ait fonctionné. Vous l'avez compris. Donc quel site web peut être utilisé? Ouais, très bon. Request que je vous conseille. Alors, est-ce qu'il faut s'enregistrer ou pas? Je crée un truc. Ouais, il veut qu'on s'enregistre. Donc on va faire un truc public. Ok. Donc là, il nous dit, écoute, ton point de terminaison, hein, c'est HTTPS. Vous l'avez bien compris. On va pouvoir utiliser ça à notre avantage. On va pouvoir le copier tranquille, hein, et on va voir tous les événements, hein. Voilà. Et via curl, hein, Maître Yoda peut curler à partir de là pour voir éventuellement comment je peux faire un test, être sûr que ça fonctionne. Bah écoute, là je suis en quoi? Je suis via curl, hein. Vous pouvez utiliser du JavaScript, du Node, du Python, ce que vous voulez, du Go, du Ruby. Vous voyez que le site est plutôt bien foutu. Vous pouvez créer un HTTP workflow, mais ça, il faudra un jeton d'authentification au root ou bah, des comptes, une clé API, hein, à vous de voir. Mais déjà, ça, c'est déjà très très bien. Request, hein, pas de problème, on voit le fichier quoi? JSON, hein, avec les informations, là c'est route, patati patata. Et là, j'ai mon autre requête qui est cette fois-ci en get. Hmm. J'ai les informations au niveau du header HTTP, j'ai le query, hein, les paramètres de requête, et moi-même, hein, je peux faire une requête, c'est ça que je voulais vous dire, pardon. Je reviens à quoi? Je reviens sur mon endpoint. Comment je sors de là déjà? Je sais plus. Alors, je peux effacer ça. Elles vont dégager, confirme. Ok, je reviens à mon cœur. Princesse Léa qui va faire une requête. Hop, hop, hop. Ouh. Donc, ça a fonctionné. Ok. Et là, j'ai fait quoi? Bah, Princesse Léa, pardon, elle a quoi? Elle a fait une requête post à la racine. Ok. Voilà, deuxième on trouve. Là, c'est Dark Vador. Ok, donc à partir de ça, bah, je peux m'en servir. J'ai mon adresse et quand je vais faire ma SSRF, on va aller taper là-dessus. Vous l'avez bien compris. D'accord? Donc ça, c'est comment récupérer nos blagues, hein, puisque comme on les fait en aveugle, on a besoin d'un support pour savoir si ça a fonctionné ou pas, hein. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va voir, essayer de comprendre un peu certaines choses. Eh ben, certains devs, oui, en matière de sécurité, sont conscients des risques, hein, des SSRF, et donc ils vont implémenter des vérifications dans leurs applications pour s'assurer que la ressource demandée répond à des règles spécifiques, hein. Donc on a deux approches à cet égard, soit une liste de refus qu'on appelle blacklist, soit une liste d'autorisation qu'on appelle whitelist, hein. C'est là où bah, toutes les demandes sont refusées, hein, pas acceptées. Là, le mec il s'est trompé, hein, à l'exception des ressources spécifiées dans une liste de quoi? De whitelist, d'autorisation. Donc en gros, on va mettre bah, toutes celles qui correspondent à un modèle particulier, hein. L'application web va utiliser la blacklist pour protéger les points de terminaison, les adresses IP, les domaines sensibles contre l'accès par le public, tout en autorisant l'accès à d'autres emplacements, hein. On laisse les emplacements accessibles au grand public pour le bon fonctionnement de l'application web. Par contre, tous les autres points de terminaison sensibles qui permettent l'administration et pas que, je vais naturellement restreindre l'accès, hein. Donc pour restreindre l'accès au localhost, eh ben, on va mettre en fait soit des données de perf du serveur, d'autres informations sensibles,
de sorte que les noms de domaine tels que le localhost, le 127.0.0.0.1 soient dans cette blacklist. Les attaquants, eux, ils peuvent contourner une liste de refus en utilisant d'autres références, hein. Vous allez voir que le localhost, donc je vous l'ai dit, mais on va voir un petit peu plus, on va développer. Je vous ai parlé de l'offuscation. On va voir les techniques d'offuscation, très simplement, bien comprendre ça. Je vous ai dit, votre navigateur, il est intelligent. Localhost, il comprend, hein. Enfin, là, il n'est pas lancé. Mais allez, je vais le lancer. Donc, il comprend. Saltimbanque est un loser. Il comprend très bien. OK? Qu'est-ce qu'il comprend? Je vous avais dit, en classe C, 127, pardon, 0, même moi je m'embrouille, 0, 0. Il comprend aussi. OK? Qu'est-ce qu'on avait vu? Vous avez dit, voilà les trois façons de faire. Bah, encore une fois, je vous ai menti. Parce que il y a des milliards de façons de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, c'est toutes les techniques qu'on va utiliser pour feinter, hein. Imaginons que l'utilisateur, il dise, OK, 127.0.0.1, je le mets dans ma blacklist. 0.0.0, je le mets dans ma blacklist. OK? Localhost, je le mets dans ma blacklist. Ouais, c'est très très bien. Par contre, qu'est-ce que peut faire l'attaquant? 0? OK? Ça passe? Qu'est-ce qu'il peut faire? 0.0.0, on l'a vu. Est-ce qu'il peut faire 0.0.0.0? OK? Avec quoi? Bah, le protocole quand même. HT. Non, ça marche aussi. Incroyable. HTTP? Quoi? Qu'est-ce que je peux lui faire? 127.0.0.1. Ça marche? 127.1? Parce que les zéros, ils servent à rien? Putain, ça marche aussi. Truc de dingue. Merde. Donc ça veut dire que ma blacklist, elle est en train de s'agrandir, là. Il va falloir que je mette toutes les possibilités, hein. 127.0.0.1. Mais attends. J'ai quoi? Je peux quoi? Utiliser des expressions régulières? Je peux quoi? Je peux utiliser un wildcard? Wildcard? Hein? 127.0.0.1. Mais ça passe, hein. C'est des techniques d'offuscation, très clairement. Mais je peux faire encore plus vicieux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Offuscation, c'est quoi? Qu'est-ce que l'offuscation? Je vous ai dit, ouais, c'est une technique de communication, ça permet ceci, cela, cela. Mais l'offuscation, à la base, c'est quoi? C'est utiliser des techniques. Pourquoi? Pour camoufler, hein? Je sais que l'utilisateur lambda, lui, il va utiliser 127.0.0.1, 0.0.0.0.1. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais utiliser de l'offuscation. Ça va me permettre de passer sous les radars anti-spam. Les antivirus peuvent évoluer. Eh ben, ça permet d'empêcher quoi? La rétro-ingénierie. Ça empêche de lire le code source. OK? C'est toutes les techniques. Pourquoi? Pour empêcher la détection de certains patterns, certains événements, hein. J'ai pas envie que tu trouves les noms de domaine, les adresses IP et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais modifier le format, hein. C'est une technique d'offuscation. OK? Je vais complexifier la lecture d'une information et je vais te compliquer la tâche si tu recherches une éventuelle menace. Si tu cherches à lire mon code source. Ah, il y a plein de RFC, je vais pas toutes les lire. Ouais, mais il y en a certaines qui sont bien plus importantes que d'autres. On a la RFC, la TFC, RFC. 791. Oh. Ah, mais t'es gentil, saltimbanque. Moi, je vais pas lire les RFC de 1980. J'étais pas né. Moi non plus, je vous rassure. Plus sérieusement. Ah, là, ça devient intéressant, c'est croustillant. Quand c'est la DARPA, je crois que je vais prendre un petit peu le temps de lire, hein. Je vais lire un petit peu le temps. Alors, c'est quoi ce bazar? Defense Advanced Research Project Agency, agence pour les projets de recherche avancée de la défense, est une agence du département de la défense des États-Unis, chargée de la recherche et développement de nouvelles technologies destinées à un usage militaire.
Oh, saltimbanque, il nous a raconté que le backbone, tu sais, quand on n'était pas né, eh ben, c'était ARPANET. Qui c'est qui a inventé ARPANET? C'est DARPANET. Saltimbanque nous a expliqué que toute la technologie qu'on avait dans le secteur civil était juste les conséquences de la technologie qu'on avait livrée aux gentils civils. Par qui? Par les militaires. La DARPA est à l'origine du développement de nombreuses technologies qui ont eu des conséquences considérables dans le monde entier, dont les réseaux informatiques, l'ARPANET, qui a fini par devenir l'Internet. Hein. Donc je vous ai dit, moi j'adore lire tout ce qui est recherche, développement, armement, matériel militaire, renseignement. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait Internet. Donc vous avez tout intérêt à lire quoi? Leurs petites notes. Et dans ces petites notes, dans cette RFC, on nous explique quoi? Que comment on peut utiliser une adresse IP? Eh ben, on peut l'utiliser de trois façons. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser le système octal, c'est-à-dire base 8. Je peux utiliser le système hexadécimal, ça veut dire le base 16. Et je peux utiliser le système décimal, qu'on connaît tous. De 0 à 9, ça fait 10. J'ai 10 doigts. Ok? Donc je vous ai dit, vous voulez apprendre le hacking, mais lisez ces putains de RFC. Ok? Tout est là-dedans. Ils avaient déjà tout prévu. Ta société, on dit le hacking, vous croyez que c'est sorti d'un chapeau? On a sorti un lapin blanc d'un chapeau noir. Mais ça, c'est dans les rêves. Top secret. Ils avaient déjà tout prévu. Ils vous ont donné une technologie. Vous êtes naïf. Ils savaient très bien qu'on pouvait la militariser. C'est issu du secteur militaire. On est vraiment trop naïf. On est des pigeons. Des pigeons. Des vrais pigeons. Ok? Et comme on lit pas les données techniques, hein, comme ma grand-mère, il lit pas le manuel d'utilisation de son aspirateur, eh ben, du coup, on se fait baiser la gueule. Parce que je te dis quoi? Je te dis que soit tu comprends la technologie, hein, et ça demande du temps, ça te demande de la motivation, soit c'est quoi? Soit c'est la technologie qui te contrôle. Ok? Mais on fait tous des choix. Mais ouais, ouais. Je vous ai dit quoi? Être hacker, c'est quoi? Ça demande beaucoup de lecture. Le premier truc que vous devez faire, c'est lire les manuels, décortiquer, faire du technique, hein, de l'analyse technique, de l'intelligence technique. Vous devez tout comprendre. Sinon, vous ne serez jamais des hackers. Ok? Ça prend du temps. Mais vous allez voir que si vous commencez à prendre cette habitude, motivation, hein, vous allez devenir des machines de guerre. Mais c'est pas en regardant des vidéos YouTube. C'est en mettant les mains dans le cambouis. Hein. Donc allez voir tous ces documents-là. C'est toujours d'actualité. C'est ce qui fait fonctionner Internet. Ça date de 1980. On est en 2022. Ok? Vraiment. Donc où je veux en venir? Tu vas me dire, ouais, Saltimbanque, t'es gentil avec tes histoires du complexe militaro-industriel, mais tu nous casses un peu les couilles, quoi. C'est pas faux. Comment je peux quoi? Utiliser la base 8 pour quoi? Pour écrire une adresse IP? Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais convertir chaque chiffre, nombre de l'adresse en IPv4. Je vais la convertir en base 8. Hein? Comment je peux faire ça? Bah, on va utiliser un encodeur. Vous allez voir que vous compreniez. Hein. Et il y a des trucs, vous devez les apprendre. À force de pratiquer, il va falloir les apprendre par cœur. Système octal. Octal, on a des octets. Je sais quoi? Je sais que les adresses IP, elles sont quoi? Elles sont codées en 32 bits. Hein, 32 bits. Donc ça veut dire qu'il y a quoi? Qu'il y a 4 octets. 4 octets. 4 fois 8, 32. C'est ça? 4 octets. 32 bits. 32 bits. Hein? 8, un octet, 8 bits. 4 fois 8, 32. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ok. 127, 0, 0, 8. Un octet. Un octet, 8 bits. 8, 8, 8, 8. Ok? 4 fois 8, 32. 4 octets. 32 bits.
8 et 8, 16. Ok? 2 fois 8, 16. 16 fois 2, 32. Ok? Donc ça, vous devez bien comprendre. Vous devez parfaitement. Je vous demande pas de faire maths sup, maths spé. Moi-même, je l'ai pas fait. Mais il faut être à l'aise en base 8, en base 16. Ok? En base, en décimale. Ok? Enfin, base 10, pardon. Sinon, vous allez galérer. Hein. Vous allez galérer. Base 10, base 2, base 16, base 8. Vous devez parfaitement maîtriser ça. Et même apprendre les conversions en base. Sinon, vous allez galérer. Ça marche pas. Si, si. Pourquoi? Parce que je lui ai pas mis le protocole. HTTP. Ok? Offuscation. D'accord? Donc ça, c'est le système octal. Ok? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, je peux faire quoi? De l'hexadécimal? Ça veut dire que cette fois-ci, chaque chiffre, nombre de l'adresse IPv4, je la convertis en quoi? C'est plus de la base 8, c'est de l'hexa. Hexa, ça veut dire 16. Ok? Donc de la base 16. Eh ben, en hexadécimal, c'est aussi notre offset. Donc, on a OX. Ok? Là, on parle en très bas niveau. Ok? OX. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 7. Et après, j'ai quoi? J'ai 0, 0, 0, 0, 0, 0. J'ai quoi? J'ai 1. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Ok? Je vous ai dit quoi? OX, mon offset. Ensuite, on a quoi? On a nos zéros, hein, jusqu'à 7, mais vous savez que en hexadécimal, on peut les faire sauter. Je résume. Au X, je mets pas tout le reste, je vais jusqu'à 7. Oubliez les 3, les 2, les 1. Je veux pas rentrer dans les détails, juste que vous compreniez. Ensuite, on a dit quoi? On a notre 1. Hein. Notre 1, et entre, on a combien de zéros? On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 zéros. Pour ça, pareil, il va falloir apprendre vraiment comment l'ordinateur comprend. Arrêtez de penser comme des humains. Essayez de penser comment l'ordinateur fonctionne. Ok? Une fois que vous aurez compris ça, vous allez voir que c'est assez dingue. Tous les trucs qu'on peut faire. Quoi? Ça, c'est 10. Si je retire le zéro, c'est 1. Là, je suis obligé de le mettre. Par contre, quoi? 10,00, les flottants, qu'est-ce qu'il y a? Mais je m'en fous des zéros qui sont là. 10, c'est 10. 10,00, c'est 10 aussi. Vous avez compris qu'on peut les omettre, on peut les oublier. Et ben là, c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit un 7. Hein. Petite nuance, ça va devenir un peu. Là, c'est un 7F. Après, je vous ai dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5 0. Et ensuite, un 1. Vous allez comprendre pourquoi. 0 et un 1. Voilà. Ça c'est de l'offuscation. Mais tant que vous n'aurez pas compris tout ça, eh ben, ça va être très compliqué pour vous. Hein. Vous n'arriverez jamais à contourner les systèmes. Hein. Le but du hacking, c'est de contourner les systèmes. Pensez en dehors de la batte. Ok? Mais déjà, il faut apprendre les bases. Déjà, il faut être curieux. Déjà, il faut lire. Il faut s'intéresser. Et ça va être des centaines, des milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures de lecture, de travail. Vous devez être concentré. Vous devez être des machines de guerre. Sinon, ça sert à rien, quoi. Donc, c'est ce que nous répond Philippe. On le remercie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Par convention, tous les octets manquants entre la portion de quoi du network et de l'host en IPv4 seront remplis par des zéros. Je développe. Je suis expert en IPv4. Je sais que c'est codé en 32 bits. Je sais que quoi, là il y a un 1, là j'ai mes zéros, c'est de la classe C. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je suis en 255, 255, 255, 0 au niveau de mon broadcast. Ok? Donc si je suis ça au niveau de mon broadcast, ça veut dire que je suis en 255, 255, 255. Ce que je viens de vous mettre en noir, c'est la portion allouée au réseau. Ce que je vous mets maintenant en noir, c'est la portion allouée à l'host. Et on avait vu qu'il y avait quoi? Il y avait 255 machines à partir de 0. Ok? On avait vu que 0, 1 et 255, généralement, on s'en sert.
Donc les autres sont libres. OK? Si on compte pas la zéro, ça nous fait quoi? 254 machines qu'on peut utiliser en classe C. C'est exactement ça. OK? Voilà. Hein. Donc, par système, en classe C, un réseau peut fournir 254 hosts par network. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'on est en broadcast, justement. 255, 255, 255, 0. Hein, c'est le principe de l'adressage IP. Il faut un peu comprendre. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que 127.0.0.1, forcément, il y a des zéros. Hein. Et lui, il se repère par rapport au zéro. T'es en classe C. OK? Donc, c'est impossible que ça soit 127.1.0.0. Ça marchera pas comme ça. L'ordinateur, il est pas con. Il sait que 127.1, bah, c'est 127.0.0.1. OK? Puisque ça ne peut pas marcher autrement. À cause de quoi? À cause du broadcasting, justement. Il faut comprendre comment on adresse ça. Hein, c'est ce qu'on appelle le canonical IP. Hein? 127.1 même, ça peut marcher. 127.1.1.1, ça deviendra 127.1.0.1. OK? 127.1, c'est valide. Hein, mais on a ce qu'on appelle les IP canoniques. Et ben justement, qu'est-ce qu'on va faire? On fait des attaques par canonicalisation. C'est quoi? C'est que le 127.0.0.1, c'est l'adresse, hein, de loopback universel. OK? Tu ne peux rien assigner à quelconque device, hein, ce n'est pas une adresse valide. OK? C'est le principe du loopback et du localhost. OK? Le localhost me permet de faire tourner des trucs sur ma machine qui sont pas atteignables de l'extérieur. Pourquoi? Bah parce que justement, ce n'est pas une adresse valide. C'est pour faire des tests. OK? Et le loopback, je peux m'en servir aussi pour rediriger des paquets. OK? Donc ça, c'est bien. Mais si je fais ça, je vous l'ai dit, quoi? Tiens, marrant. 2130 07 04 points. 2130 70 64 points. Et il vous le dit. No stress. 127 001. Ok. Mais pourquoi ça? Maintenant. Développe. Là, on a la réponse. C'est juste quoi? La forme décimale de quoi? O, X, 7, F. Et ça fonctionne. L'ordinateur, il s'en branle, il comprend tout. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous, c'est nos parents, c'est nos professeurs qui nous ont appris à compter sur les doigts de la main. Pourquoi l'être humain est bon en base 10? Parce qu'on a 10 doigts et depuis tout petit, on nous a formaté l'esprit à compter en quoi? En base 10. Mais moi, je m'en fous. J'ai de la base 32, j'ai de la base 64, j'ai de la base 8, j'ai de la base 16. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ta base 10 de merde? Ça me sert pas en informatique. Tu comprends? Qu'est-ce que je vous ai dit? On vous a formaté depuis votre plus jeune âge à la pensée unique. Il faut penser en dehors de la boîte. Il faut que vous appreniez maintenant d'autres choses. OK? Et les mathématiques seront la clé à tout ça. Hein? Et une frange des mathématiques. Je vous demande pas de faire des équations différentielles. On s'en fout. Mais les bases, c'est des bases. Sans jeu de mots. OK? Base 8, base 16, base 32, base 64. Il faudra vraiment creuser. List, hein, la liste d'autorisation. Donc c'est la green list, comme on dit hein, en anglais. C'est là où, pareil, il s'est trompé, le gars il avait fumé la moquette. C'est là où toutes les demandes sont acceptées. Hein, sauf si elles apparaissent naturellement dans la fameuse blacklist. Et je vous ai dit une blacklist pour mais c'est des fois j'ai vu des filtres qui prennent en compte, on travaille à partir d'un dictionnaire. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas coder ça en dur. Vous faites un appel vers un autre fichier dans l'application web et le fichier il contient mais 50 000, 100 000 lignes, 200 000 lignes. Et ben il faut prendre en compte toutes les techniques d'offuscation. Donc ça c'est vraiment important. C'est pour ça que être développeur web, c'est un boulot en soi. Mais après sécuriser une application web, bah, c'est aussi un boulot en soi. Ok? Donc voilà, hein, on a vu tous les types de règles qu'on pouvait appliquer, faire attention à l'URL, à l'entrée,
hein, puisque le but, eh ben, l'attaquant, comme je vous le disais, va rapidement contourner cette règle en créant un sous-domaine sur le nom de domaine d'un attaquant. Hein, http website.thm.attaqueur-domaine.thm. Donc la logique de l'application autorisera désormais cette entrée et permettra à un attaquant de contrôler la requête HTTP interne. Donc tout ça, c'est des techniques, hein, que nous, en offensif, on se sert, mais que vous, si vous êtes euh, web développeur, vous devez prendre en compte, hein. La redirection, hein. Si on a des contournements qui ne fonctionnent pas, un autre tour de manche de l'attaquant, une autre technique, ça va être la redirection ouverte, hein. Via une redirection ouverte, via un point de terminaison sur le serveur ou le visiteur du site est automatiquement redirigé vers quoi? Vers une autre adresse du site web. Eh ben, prenons le lien, hein, qui est là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, ce point de terminaison, il a été créé pour enregistrer le nombre de fois que les visiteurs ont cliqué, hein, sur le lien, à des fins de marketing. D'accord? Imaginez qu'il y ait une vulnérabilité SSRF potentielle, avec des règles strictes qui n'autoriseraient que les URL qui commencent par quoi? Par HTTPS, website.thm. Qu'est-ce que va faire l'attaquant? Eh ben, il pourrait utiliser cette fonctionnalité ci-dessus. Pourquoi? Pour rediriger la requête HTTP interne vers un domaine de son choix. Mais voilà, toutes les techniques d'offuscation qu'on peut utiliser sous domaines qui ont un enregistrement DNS, 127.0.0.1, ça peut être aussi 127.0.0.1.nip.io. Hein. Tout marche. Autre, dans un environnement cloud, je m'arrêterai là, il sera avantageux de bloquer l'accès à l'adresse suivante. Ok? Pourquoi? Bah parce qu'elles contiennent les métadonnées pour le serveur cloud déployé, y compris les informations éventuelles sensibles. Un attaquant peut contourner ce problème en enregistrant un sous-domaine sur son propre domaine avec un enregistrement de DNS qui va quoi? Qui va faire un link qui va pointer vers quoi? Bah vers l'adresse en question. Ok? Ça, c'est une attaque courante. D'accord? Donc voilà, c'était la deuxième partie sur les SSRF. La troisième partie, on répondra aux questions, hein, et on va voir un peu la pratique. On va venir attaquer une application web de fond en comble.